Good afternoon. Et bonjour à tout le monde. Il y a la traduction simultanée, je peux y aller en français. Ils sont plus nombreux en français, donc c'est bon. You can have the translation. OK. Alors, merci. Mon nom est Bachir Kanouté et secrétaire général de l'Observatoire de la démocratie participative pour l'Afrique. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont demandé de modérer cette session-là, qui va parler d'échanges d'expériences sur les budgets participatifs entre l'Afrique et l'Asie. Je voudrais, avant de démarrer, je sais que ce n'est pas la bonne heure pour travailler après le repas. Je voudrais tous vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Stand up. Alors, on parle de participation, mais malheureusement, souvent dans ces conférences, on vient, on part, on ne se connaît pas. Je voudrais chacun, pour celui qui est à sa droite, qu'il le salue et qu'il lui demande son nom. À la droite. Allez, à la droite, celui qui est à votre droite. OK. Is it OK? C'est bon? Très bien. Alors, applaudissez-vous. Quand on parle de participation, c'est aussi cela, le contact. Je vous remercie. On reprend les places pour démarrer les travaux. Pour cet atelier, pour ce panel qui va consacrer l'échange d'expériences entre l'Asie et l'Afrique, juste quelques mots avant d'introduire les panélistes qui sont au nombre de 3 en présentiel, mais il y aura 2 qui vont intervenir en ligne puisqu'ils ont fait des enregistrements. Ils n'ont malheureusement pas pu faire le déplacement pour des contraintes administratives. Alors, pour camper le contexte, il faut dire que quand on dit participation, c'est dû à un besoin. De plus en plus, le citoyen d'aujourd'hui, et je dirais même depuis les années 90 à 2000, le citoyen a besoin de participer à la définition de l'agenda de son développement. Le citoyen d'aujourd'hui ne veut plus qu'on fasse pour lui, mais il veut que là où on va faire, qu'il soit là et qu'il participe, au moins à définir ce qu'il veut faire, et si possible à participer à sa mise en œuvre et enfin à son évaluation. Et autour de ça, qui est un besoin pour relégitimer les élus, on dit la participation c'est pour relégitimer les élus, on dit la participation c'est pour reconstruire la confiance entre les citoyens et les institutions, on dit la participation c'est aussi pour déléguer des pouvoirs aux citoyens, mais la participation c'est aussi pour donner des capacités aux citoyens pour qu'ils puissent comprendre les politiques publiques et pour qu'ils puissent y participer. Autour de ces différents besoins qu'il y a et qui souvent sont essentiels entre 2 élections, puisque c'est vrai qu'une partie de la participation, c'est aussi les élections, qui est la démocratie représentative. Mais entre 2 élections, qu'est-ce qui va se passer? On n'y pense pas très souvent. Et pourtant, c'est essentiel puisque c'est 5 ans dans certains pays, 4 dans d'autres. Entre 2 élections, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où l'institution a besoin de parler aux citoyens pour co-construire l'agenda de développement et pour le mobiliser, pour donner plus de capacité à ce qui va se faire, mais aussi pour construire l'appropriation des politiques publiques. Malheureusement, s'il n'y a pas d'appropriation, les politiques publiques ne sont pas durables. Alors, autour de ces besoins, différentes approches, différentes expériences de participation sont nées. Je vais en citer un certain nombre. C'est ce qu'on peut appeler des panels citoyens, qui sont des approches de participation.
C'est ce qu'on peut appeler les conseils de quartier. Dans plusieurs pays, aujourd'hui, les expériences de conseils de quartier apparaissent. C'est ce qu'on peut appeler les conseils des seniors, pour ne pas dire les conseils des retraités. Puisque de plus en plus, on se rend compte que c'est à partir d'un certain âge qu'on a la pleine possession de ses capacités. Et malheureusement, c'est à cet âge-là qu'on va dire il faut aller vous reposer. C'est la retraite. Donc, il y a des expériences de conseils de seniors qui permettent à des personnes d'âge avancé de participer. Il y a des expériences de conseils de jeunes. Puisque aujourd'hui, de plus en plus, surtout en Afrique, on va en parler, en Asie, la question de la jeunesse doit être prise en compte. Un maire, l'ancien maire de Dakar me disait, les jeunes, il faut s'en occuper, sinon c'est eux qui vont s'occuper de toi. Et malheureusement, les jeunes, quand ils s'occupent des maires, ce n'est jamais dans le bon sens. Donc, il y a des approches qui permettent également à cette catégorie d'acteurs qui sont dans la ville de faire leur participation. Mais il y a aussi les approches qui permettent d'intégrer le genre. Les personnes handicapées, les femmes, les quartiers périphériques, etc., etc. Et il y a la fameuse expérience du budget participatif qui est devenue la star mondiale des dispositifs citoyens, qui est né au Brésil et qui a fait son cheminement Brésil dans les années 90, ensuite Europe et Afrique dans les années 2000 et en Asie vers les années 2008, selon les études que la GIZ avait menées. Autour de tout ça, merci à l'OIDP d'avoir conçu cette session-là qui permettra de partager de toutes ces expériences-là. Qu'est-ce qui se passe en Afrique comme expérience? Qu'est-ce qui se passe en Asie comme expérience? Et comment est-ce que nous pouvons croiser ces différentes expériences et en tirer des enseignements qui nous permettront de dire, de retour de Walongo, au moins nous avons vu des expériences venant de différents continents et qu'est-ce qu'on peut tirer de ces expériences-là? Donc, merci à la ville de Walongo pour l'organisation, merci à l'OIDP pour l'invitation. Et ceux qui vont nous aider à parler de tout ça, nous aurons approximativement 2 heures, même 1h30 maintenant. Ce sera Alain Ramanana, qui est directeur de l'Observatoire de la démocratie, de la décentralisation et développement local de Madagascar, en présentiel. Nous aurons par la suite Nolito Kilan, de Philippines, qui est conseiller municipal. Nolito, bienvenue. Et enfin, nous aurons en présentiel Rufine d'Almeida. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est bien un béninois. D'Almeida, c'est un nom portugais, mais lui, il est bien béninois. C'est bien ça, non, monsieur le maire? Donc, qui vient du Bénin. Et en plus de ces différentes présentations, nous aurons 2 vidéos, malheureusement de participants qui n'ont pas pu venir. Une première vidéo d'une dizaine de minutes de Drissa Ouattara, qui vient du Burkina Faso, et deuxième vidéo de Salissou Murtala, qui vient du Niger. Et donc, nous allons terminer par ça. Et j'espère qu'on aura un temps pour pouvoir passer la parole au public, poser des questions et revenir vers les panélistes pour faire les introductions. Alors, chers panélistes, ceux qui ont déjà travaillé avec moi savent que je suis très rigoureux en matière de gestion de temps. Malheureusement, je me fais toujours des ennemis pour ça. Je préfère anticiper sur le conflit que je vais avoir avec vous. Vous avez 10 minutes de présentation. Je pense que c'est important puisque ça nous permet par la suite d'interagir avec le public. Donc 10 minutes, à partir de 10 minutes, je me lèverai et j'espère que je ne pourrai pas vous arracher, vous ne me donnerez pas l'occasion d'arracher le micro. C'est bon? On est d'accord? Très bien. Donc sans plus tarder, je donne la parole à Alain de Madagascar qui va nous faire sa présentation. Je pense qu'il a déjà un PowerPoint. Est-ce que, cabine technique, le PowerPoint de Alain est bon? Sinon, on passe au maire. C'est bon déjà? Parfait. Donc, je vous laisse ça. Je pense que Alain, à vous. Sous vos applaudissements, Alain.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est un immense plaisir que je tiens devant vous aujourd'hui en tant que directeur général de l'Institut national de la décentralisation et du développement local. Cette occasion nous permet non seulement de partager des idées, mais également de renforcer notre engagement commun pour la promotion de la participation citoyenne et de la gouvernance locale, ainsi de la budget participatif, qui sont les trois piliers essentiels pour le développement de nos collectivités territoriales à Madagascar. Aujourd'hui, nous sommes ici pour échanger autour des bonnes pratiques en matière de la participation citoyenne, de la gouvernance locale, des pratiques qui, elles, sont bien implantées, peuvent véritablement transformer la gestion des affaires publiques au niveau local et améliorer le bien-être de la population. Dans un contexte de la décentralisation, la participation citoyenne devient un élément clé pour renforcer l'efficacité des décisions prises au niveau local. Mais qu'entend réellement participation citoyenne? Il ne s'agit pas seulement de consulter ou d'informer la population, il s'agit d'impliquer activement les citoyens dans les affaires publiques locales. Cette implication directe qui permet de répondre plus précisément aux attentes et aux besoins de la communauté, tout en assurant la gestion publique plus transparente et plus responsable. À Madagascar, comme dans les nombreux pays en développement, la mise en place d'une véritable culture de la participation citoyenne se heurte à plusieurs défis, à savoir la faible culture démocratique locale, manque de mécanismes institutionnels efficaces. Toutefois, nous avons pu observer des avancées notables grâce à certaines initiatives bien structurées. Il est donc essentiel de partager ces expériences et d'en tirer des leçons. À Madagascar, la loi organique 2014-018 régule des compétences, l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées, ainsi que la gestion de leurs propres affaires. La structure locale de concertation revêt une importance capitale dans la gouvernance locale pour plusieurs raisons essentielles. Depuis sa création de la structure locale de concertation, il a permis d'intégrer une multitude d'acteurs dans le processus de développement communal. Ces acteurs incluent notamment les opérateurs économiques, la société civile, une voix importante pour la défense des droits et la promotion de la participation citoyenne. Les associations locales représentent les jeunes, les femmes, les agriculteurs, les autres groupes, ainsi que les notables et les représentants des partis politiques qui apportent leur expérience et leur sagesse au processus décisionnel. La diversité de ces structures précède par la maire et sa commune garantit une approche inclusive et participative dans la gestion des affaires locales. La SLC est aujourd'hui au cœur de la concertation locale, assurant une implication réelle de tous les acteurs dans les choix stratégiques qui concernent l'avenir de nos territoires. À travers de la structure locale de concertation, nous avons observé plusieurs avancées majeures. Premièrement, l'un des principaux des acquis de la SLC est l'élaboration de la mise en œuvre de plans de développement local inclusifs et intégrés dans les 235 communes de Madagascar. Ces plans, fruits d'une concertation approfondie entre les différentes parties prenantes, ont permis de prioriser les besoins en infrastructure dans chaque commune. Parmi qui ont vu le jour grâce au processus participatif, nous comptons des écoles, des centres de santé, des marchés, des addictions d'eau potable, ainsi que les périmètres irrigués et les pipelines destinés à améliorer les conditions de vie de nos communes. Deuxièmement, nous avons renforcé la participation citoyenne dans la gestion des affaires publiques
et encourageant la population locale à s'impliquer activement dans l'élaboration de budgets communaux. Cette approche participative, axée sur la transparence, permet de renforcer la légitimité des décisions budgétaires prises par les élus locaux, tout en garantissant une meilleure répartition des ressources en fonction de priorités identifiées. À Madagascar, 935 communes sur les 1695 sont mises en place et opérationnelles la structure locale de concertation et 235 communes de plans de développement locaux inclusifs intégrés élaborés parmi la SLC. Et cependant, nous sommes bien conscients que les défis subsistent, en particulier dans les régions vulnérables comme le sud de Madagascar. Cette région est confrontée à des vulnérables multiples, liés à la fois à des facteurs environnementaux, économiques et sociaux. Face à ces défis, nous avons travaillé en partenariat avec l'UNICEF, intitulé Social and Behavior Change for Action. Ce programme vise à impliquer les acteurs locaux dans la formulation des stratégies de la résilience adaptées aux besoins réels des populations, en renforçant l'engagement communautaire à travers de la structure locale de concertation. En conclusion, la participation citoyenne et la bonne gouvernance locale sont des éléments fondamentaux pour un développement durable inclusif à Madagascar. Certes, il reste encore de nombreux défis à relever, notamment en matière d'infrastructures, de formation des acteurs locaux, de mobilisation des ressources. Cependant, en renforçant les pratiques participatives et en garantissant une plus grande transparence dans les gestions publiques, nous avons l'opportunité de transformer positivement nos collectivités territoriales et d'améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Je tiens à souligner que la participation citoyenne, le budget participatif, ne doit pas être vue comme simple option, mais comme une nécessité. Elle permet de bâtir une gouvernance plus réactive, plus proche des réalités locales et capable de s'adapter aux défis contemporains. L'INDDL, à travers de ses actions, continuera à soutenir toutes les initiatives allant dans ce sens. Mesdames et messieurs, il ne fait aucun doute que les défis auxquels nous sommes confrontés sont complexes, mais grâce à la solidarité, à la coopération et à la participation active de chacun, nous pouvons faire progresser nos communes vers une gouvernance locale plus transparente, plus inclusive et plus résiliente. Je suis convaincu que cet ensemble, avec l'appui des citoyens, des acteurs économiques, des partenaires, que nous pouvons relever ces défis de construire des communes plus fortes, résilientes, au service du bien-être et de tous. Merci à vous tous de votre attention. Merci, merci Alain et surtout merci d'avoir respecté les règles de gestion de temps. Merci à vous. Alors, communication assez intéressante qui part d'abord du contexte de Madagascar avec la faiblesse de culture de participation qu'il a notée. Et dans la conclusion, Alain est revenu sur 2 ou 3 éléments qui me semblent essentiels. Et d'un, la participation permet de transformer les collectivités territoriales. Et 2, dans la communication, on sent que le budget participatif est un outil pour améliorer la gouvernance. C'est un outil qui est utilisé pour renforcer et améliorer la gouvernance. C'est intéressant. Merci Alain pour cette présentation. Et je pense que le public a pris note et reviendra sur des questions. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Nolito Kilan, qui vient de Philippines et qui va nous entretenir pendant une dizaine de minutes, for 10 minutes. Do you have a PowerPoint? Yes. Okay. Is it okay for the PowerPoint? All right.
Okay, thank you. Thank you. Thank you very much. Warm greetings from the city of beautiful people, Ormoc City. Good afternoon, everyone. I thank the organizers and Valongo for this opportunity of sharing our experiences and bringing our beautiful city at the international landscape. Allow me to present briefly Ormoc City as part of the context. Ormoc City is an independent component city in the Eastern Visayas region and has earned the title Metro Ormoc for its role as a growing urban center, serving as central gateway to neighboring municipalities in the western part of the province of Leyte. Ormoc City is a first-class city with a population of around 230,000 as of 2020, with a population growth rate of 1.52% per annum, and is comprised of 24 urban villages, we call barangays, and 61 rural villages. Ormoc City is recognized as one of the safest cities in the Philippines. To date, Ormoc City is a home for more than 500 organizations and associations. One-fourth of that number, or around 129 of these associations, organizations, are accredited and registered with the city government. When we assumed the administration of the city government sometime in 2016, there were only very few civil society organizations registered in the city government. In fact, sometime in 2014, there were only around 10 civil society organizations attending the City Development Council meetings. During this time, active and progressive civil society organizations were having hard time participating in the City Hall affairs. They were perceived as adversaries and activists. At that time, the legal framework limits only to accreditation of civil society organizations. There was no mandate to engage them or to treat them as partners in development efforts. In return, the people also felt that governance was a sole task of the government. With a change of administration in 2016, there was also a change in political environment. We made it a practice to create and activate local special bodies, such as boards and councils, and we see to it that all the policy bodies include civil society organizations as members. We wish to point out that our efforts in securing our people from the COVID-19 pandemic was a product of strong cooperation and teamwork. Our city mayor created a task force with almost 50% of the composition coming from the civil society organizations. These are the areas of cooperation, participation, and partnerships with the civil society organizations, from problem identification, policy development, planning, implementation, monitoring. Dagyao, or known as town hall meeting, gathers stakeholders to talk about a particular issue and gather various perspectives. Civil society organizations talk about their opinions and positions and discuss issues and concerns they experience. In a survey conducted to be inclusive in our practice in participatory governance, a survey tool was created to consult civil society groups on their priority agenda or topics that will be discussed in town hall meetings. In a survey conducted, the civil society organizations chose the following as important matters for deliberation: food security, health, and improved transportation. The first town hall meetings we conducted was devoted then to deliberate on transportation access as a problem in our city. After the town hall meetings, issues were then submitted to relevant national and local government offices. We conducted another Dagyao in latter part of calendar year 2023. It was then agreed that there should be at least 2 town hall meetings or Dagyao in each year. The civil society groups are now integral in policy development.
They interact with people in the government in formulating policies. They do not only provide inputs to local legislations, but they also actively lobby with local legislators. This was our experience when we revised our Child Welfare Code and when we crafted the Animal Welfare Ordinance. Not only that, they also participated in crafting the implementing rules and regulations of the local legislations passed. Our civil society organizations partner with city government departments or offices in organizing trainings and seminars. For example, the Business Chamber partner with the Investment Promotions Office in digital literacy training for micro-entrepreneurs, financial literacy to livelihood associations. The Ormoc Festival and Cultural Foundation work with City Tourism Office in organizing training on cultural mapping and in curriculum development on culture and the arts. The Law Bar Association co-organized the training of village officials on local legislations and justice system. With 129 registered accredited CSOs of Ormoc City, we are able to comply with the legal requirement that at least 25% of the composition of the City Development Council must come from the non-government organizations or people's organizations. At present, the civil society groups elected 40 from their ranks to sit in the said City Development Council. The City Development Council reviews and approves long-term, medium-term, and annual plans, as well as sectoral plans like climate change plan, disaster management plan, forest management plan, land use plan, among others. There is also participatory practices in project implementation, ranging from trade and commerce, livelihood, environment, disaster management, agriculture, and fisheries and socio-cultural and even tourism program. For example, in the case of managing the city dog pound, the city veterinary office would handle the task of dog catching to clear the streets of stray dogs. These dogs shall then be brought to the dog pound. The Ormoc Animal Racers Association manages the city dog pound. They are volunteers and advocates of animal rights. So they do resource mobilization activities to be able to feed more than 200 stray dogs in the dog pound and also campaign and facilitate for adoption of said dogs. Another example is the agreement between the city government and Ormoc Local Producers Association in our efforts to encourage production of local products. As collateral for our tourism program, the city government constructed a building known as One Town, One Product Hub to serve as display center for local products. This hub is being managed by Ormoc Local Producers Association. The Project Monitoring Committee is mandated by law to be organized in every local government unit. It should be composed of village leaders and civil society representatives. The PMC is created by the City Development Council to monitor projects approved for implementation. They would conduct ocular inspections of the projects and report to the City Development Council their observations, findings, and recommendations. At present, there are around 4 civil society organizations in the PMC actively monitoring the projects. In 2023, we revised the legal framework of participation in the city government of Ormoc. We repealed the ordinance mandating the accreditation only. Then the City Council enacted an ordinance institutionalizing people's participation in local governance. From mere accreditation, we now transform the landscape towards partnership and wider spaces for people to work with local government. We still have the accreditation and recognition processes. This is important to prevent fly-by-night organizations. But going beyond, we want our accredited civil society groups to work together to advance participatory governance. So we created the People's Council, composed of all accredited civil society organizations, and we also created People's Council Executive Board to provide direction and leadership. In addition, we established the CSO Desk Office to perform the secretariat functions.
We mandate observance and compliance of the various departments and offices to the required participation of CSOs in various operations of the local government, legislative process, policy and planning, budget, procurement, implementation, monitoring, and evaluation. The law also mandates Civil Society Week, annual awards, Civil Society Summit, and the development of empowerment plan. The law also allocated 3 million Philippine pesos or about $50,000 every year to implement empowerment projects. Further, we brought the mandate to every village. We prescribed structure and major strategies to be observed by all village governments. What do our experiences tell us? One, leadership is crucial. The mindset and appreciation of the top leadership on the role of the people is important. However, mindset and leadership should also include changes in system, structure, and processes of government. There has to be a system of coordination and engagement. Our experiences confirm what we know from the books, that genuine participation of people make government programs and projects responsive to the needs of the people and communities. It also results to more people volunteering and willing to work with government. In the end, it increased the trust of people in the government. What are some of the challenges we experience even until now? One, many organizations have short-term goals to be accredited to benefit from the government. Many of them are not being able to sustain the organizations. They do not see themselves as partners, but reaches out to government for a particular need. Number two, there are good number of organizations who survive for years but lack the knowledge and skills to effectively participate and partner with government. Capacity building needs to be continuous and sustained. Number three, there is still old mindset among government departments and offices. They see participation of CSOs unnecessary, and for others, a burden and a delay in their project implementation. Government accounting rules and regulations have started to open for people's participation, but still needs a lot of improvement. With the passage of new ordinance and law that increased mandate of institutionalized participation, the main challenge now is to make the law work. To conclude my presentation, I would say that our efforts on participatory governance gave life to a popular quote from Abraham Lincoln when he said, "Government is of the people, by the people, and for the people." Thank you very much. Merci, merci Nolito. Vous avez dépassé de quelques minutes, mais c'était pour la bonne cause. C'était une bonne présentation qui est revenue sur l'approche telle que vous le voyez et telle que vous le mettez en œuvre dans votre commune à Ormoc City, en Philippines. Et vous êtes revenu un peu sur le panorama et les activités que vous avez mises en œuvre, notamment en insistant sur le renforcement des capacités, la planification, la mise en œuvre, l'évaluation et le suivi. Et surtout, je retiens quelque chose, l'institutionnalisation de la participation. Très souvent, on fait beaucoup de participation, mais comment passer de la participation au texte? Et là, on le voit, c'est quelque chose d'intéressant. Et en fait, vous êtes revenu sur les enseignements et les défis. Parmi les enseignements, le leadership est important quand on veut faire de la participation. Parmi les enseignements, les capacités, la faiblesse des capacités est essentielle. Surtout pour la société civile qui, si elle n'a pas de capacité, ne peut pas effectivement participer. Merci pour cette présentation. Je pense qu'on reviendra là-dessus avec les questions. Alors, dernier intervenant dans la salle, la parole est à Michel Maire, Rufino d'Almeida, qui est maire de Boycon au Bénin. Et Michel Maire, vous avez la parole pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Effectivement, je suis maire de la commune de Boycon. Nous avons 77 communes et sur les 77 communes, on va dire que Boycon est la 5e ville la plus économiquement la plus forte du pays et le principal carrefour. Je voudrais juste partager avec vous les expériences que nous avons au Bénin.
les expériences institutionnalisées, 2, et puis une à laquelle nous avons adhéré volontairement. Toutes ces pratiques permettent d'injecter de la transparence dans la gouvernance, de rationaliser les données publiques et surtout de faire participer les citoyens à l'agenda de développement. Je commencerai d'abord par l'élaboration de notre principal document programmatique, le plan de développement communal, le PDC, qui a une durée de 5 ans. Avant d'élaborer le PDC, qui est notre boussole pour 5 années, nous devons faire une consultation des consultations foraines. Et ça commence par les conseils de quartier. Et ensuite les conseils d'arrondissement. Et nous devons faire des séances foraines avec toutes les forces vives, les syndicats, la société civile, les chefs religieux, les chefs coutumiers. Chacun doit venir et dire ce qu'il veut. Ce qu'il veut pour son quartier, ce qu'il veut pour son village, ce qu'il veut pour son arrondissement et ce qu'il veut pour sa commune. Et c'est la synthèse de tout cela qui amène à dégager les actes essentiels qui doivent figurer dans ce document programmatique. Et il faut dire que les politiques n'ont pas totalement le volant en main, puisque c'est le CPC, la cellule de participation citoyenne, qui conduit avec les techniciens, notamment le directeur en charge de la planification qui est devant moi, c'est ceux-là qui conduisent l'opération. Nous autres politiques, on n'est qu'en arrière-plan. Et c'est ce rush-là qui permet maintenant d'élaborer le plan de développement communal pour 5 années et qu'on finit après par annualiser. Donc ça fait 5 annualisations. Et tout budget qui est élaboré au cours de ces 5 années où le plan de développement communal règne, si une ligne n'est pas en corrélation avec une activité retenue dans le plan de développement communal, la tutelle ne valide pas, ne donne pas son approbation. Donc nous sommes tenus de respecter à la lettre cette expression de volonté populaire qui émane de la base jusqu'au sommet. Deuxième pratique dont je souhaiterais parler, il s'agit de la reddition de comptes. Les tests nous imposent au Bénin, pour toutes les communes, tous les 6 mois, nous devons aller rendre compte publiquement de notre action. Et les thématiques que nous aurons à développer ne sont pas choisies par nous. C'est les sociétés civiles, enfin, les différentes associations regroupées au sein de la cellule de participation citoyenne. Ce sont ces associations qui nous imposent les thématiques à développer. En moyenne, ils proposent entre 6 et 10 thématiques. Alors, la seule possibilité que le maire que je suis a, c'est d'amener les thématiques en conseil. Et le conseil, globalement, doit retenir 5. Globalement. Et le maire que je suis maintenant, parmi les 5, je dois maintenant choisir 2 thématiques. Bon, dans la pratique, je ne choisis rien. C'est toujours la société civile qui estime que, au point où on en est dans notre développement, voilà ce que les populations souhaiteraient entendre de la part de leur maire et de la part de l'administration. Et je peux vous dire que vous voyez tel que nous sommes rassemblés dans la salle, c'est ainsi que, comme des élèves ayant la peur du maître, nous venons devant les populations et nous exposons durant une trentaine de minutes ce que nous avions fait dans tel ou tel, ça peut être dans le domaine foncier par exemple, ou dans la mobilisation ressources par exemple, nous exposons. Et bien évidemment, nous faisons souvent appel aux techniciens qui travaillent avec nous pour donner des éclaircissements. Et après, les techniciens se reculent. Et le micro est donné aux populations. L'expression est libre. Et nous avons rajouté à cette pratique que les tests imposent, nous avons imposé à notre administration que désormais tout ce que nous faisons soit diffusé sur les médias, notamment sur les radios, puisque c'est le média le plus écouté à Boycon, ainsi que sur les réseaux sociaux. Et les questions fusent de partout. Et là, le maire est comme un taureau dans l'arène. Je dis, en ce moment-là, il est quasiment abandonné. Il est seul face à son destin, il est seul face à sa population, qui le mitraille de toutes sortes de questions. C'est vrai qu'il peut toujours faire appel aux techniciens
Mais faire trop souvent appel au technicien veut dire qu'il ne maîtrise pas le sujet, veut dire qu'il n'assume pas. Donc il est obligé lui-même d'aller monter au front et d'expliquer le pouvoir du comment. Et puis bon, voilà, quand vraiment il a failli quelque part, ben, il s'excuse et promet que la prochaine fois, il le fera mieux. Et à la fin, mes techniciens et la société civile s'asseyent, sans les politiciens, pour donner une note, pour apprécier comment dirais-je, l'épreuve. Par exemple, nous devons éviter de tenir la reddition de comptes un jour de marché. Ça peut être un moyen d'écarter certains citoyens vus comme trop gênants. Nous devons éviter, par exemple, de le faire un vendredi, de peur que nos frères musulmans ne soient pas présents. Nous devons éviter de le faire le dimanche. Bon, donc, il y a plein de critères que nous devons respecter. Et à la fin, c'est la société civile et l'administration communale qui s'asseyent, apprécient ce qu'on a fait et nous donnent en quelque sorte une note. Et cet exercice, nous devons absolument le faire au moins 2 fois dans l'année, séparé par au moins 3 mois. Autrement dit, si le maire fait trop la reddition de compte, il est obligé de commencer dès janvier ou février pour pouvoir respecter la séparation de 3 mois avant de faire une autre reddition de compte. Troisième expérience que je voudrais partager avec vous, il s'agit d'une pratique que Boycon a adoptée depuis 2 ans, le budget participatif. C'est une pratique dont c'est aujourd'hui que j'ai appris que cette pratique vient du Brésil. Je ne le savais même pas. Il faut dire que c'est la société civile, notamment l'ONG Social Watch et notre ONG Alcré, qui ont proposé à des mairies comme ça d'adhérer volontairement à cette pratique. C'est ainsi que Boycon s'est dépêché d'acquiescer. Et cette pratique consiste en quoi? Ou a consisté en quoi, Boycon? Ça a consisté d'abord, Boycon est subdivisé en 10 arrondissements. Ça a consisté à choisir les arrondissements où cette pratique doit être testée. Et moi, j'ai porté mon choix sur les 5 plus petits arrondissements en population. Voilà comment j'ai tranché la question. Et ces 5 arrondissements, nous devons leur réserver environ 10% de notre budget d'investissement. Et ces populations, ces arrondissements, invitent leur population, jeunes, vieux, adultes, intellectuels, illettrés, quelles que soient vos conditions, vous êtes invités un jour sur la place publique. Et la question est simple. De quoi avons-nous besoin concrètement dans cet arrondissement? Et puis là, les propositions fusent. Nous, on ne s'en mêle pas. On ne s'en mêle pas. Ils se tiraillent un peu. Et puis finalement, ils finissent par nous dire, ben voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on nous construise une école. Non, ce qui nous intéresse, c'est qu'on nous ouvre des voies. Non, ce qui nous intéresse, c'est que nous avons besoin qu'on nous construise une maternité. Non, ce qui nous intéresse, c'est que nous avons besoin d'électrification, etc., etc. Et puis, ils choisissent l'investissement qu'ils souhaiteraient voir la mairie effectuer. Et cela s'impose à nous. Nous n'avons d'autre choix que d'aller leur réaliser l'année d'après cet investissement. Ils ont juste l'obligation de rester dans une enveloppe donnée, puisque c'est 10% pour tous les arrondissements, enfin pour les 5 arrondissements concernés. Nous avons fait cette expérience depuis 2 ans, et je pense que c'est quelque chose qui édifie, mais en même temps secoue les procès que nous sommes, puisque dans l'un de nos arrondissements, le plus petit d'ailleurs, nous n'avons pas réalisé dans les délais une route qu'on devrait souhaiter par la population. Je peux vous dire que partout on me croise, que ce soit à l'église, à l'hôpital, à la mairie, monsieur le maire, c'est quand notre route. C'est quand notre route. Vous disiez que dans ces conditions, je me suis dépêché pour le faire. C'est une très belle pratique. Je pense que beaucoup devraient pouvoir s'en inspirer. Et surtout, nous avons mis en place un genre de comité dans lequel siège un seul politicien, c'est le chef d'arrondissement, mais tout le reste, c'est les forces vives de la localité, qui ont vocation non seulement à contrôler la magistrature morale que le chef d'arrondissement exerce sur le projet qu'ils ont choisi, mais également ont vocation, de temps à autre, à rappeler au maire et au conseil communal les obligations qui pèsent
sur eux pour venir réaliser cette infrastructure. Je vois que j'ai terminé mes 10 minutes. Je ne souhaiterais pas me faire arracher le micro. Je vous remercie. Merci. Sous vos applaudissements, merci. Merci Michel le maire pour cette présentation. Et dans la présentation, nous avons vu 3 expériences qu'il a partagées. D'abord, la planification participative. Ensuite, l'annualisation de la planification participative, le plan communal qui fait 5 ans et comment on peut le décliner en 1 an et le rendre participatif. Et enfin, l'expérience du budget participatif qu'il a partagé. Et surtout, on note que pour cette expérience de budget participatif, c'est aussi un outil que vous utilisez pour faire l'inclusion territoriale. Puisque vous avez insisté en disant que nous utilisons pour les plus petits territoires. Donc, comment faire l'inclusion territoriale pour que, ce que les Nations Unies disent, leave no one behind, que ça puisse être traduit en réalité dans les collectivités territoriales. Merci. Bonne présentation à tous les 3. Alors, maintenant, je vais me tourner vers la cabine technique. Je ne sais même pas où ça se trouve, puisqu'on a 2 vidéos que je voudrais partager. C'est par là. Ah, très bien, vous êtes de l'autre côté. Mais pourquoi je regardais là? Donc, c'est à ma droite. Donc, on a 2 vidéos que nous voudrions partager. Première vidéo venant du Burkina Faso, de Idrissa. C'est bon? Ok, très bien. Donc, on le partage et ensuite, on reviendra sur la présentation venant du Niger. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je suis Idrissa Ouattara, je suis chargé de programme au CIFOEB. CIFOEB, c'est le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Actuellement, j'assure l'intérim du directeur exécutif qui est appelé à d'autres fonctions. Alors donc, un petit bio sur moi rapidement. Je dois dire que je suis titulaire d'un Master 1 en macroéconomie et gestion du développement obtenu à l'Université de Ouagadougou et d'un Master 2 en politique et pratique du développement obtenu à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. Alors donc, j'avais candidaté justement pour partager un peu l'expérience de CIFOEB sur les pratiques de participation citoyenne au Burkina Faso et évidemment pour parler de l'indice de transparence budgétaire de CIFOEB et du guide sur le budget participatif. Alors, un petit rappel, je dois dire que le CIFOEB a été créé en 2003 suscité par le besoin de faire participer la population au processus budgétaire au niveau de l'État, mais aussi au niveau des collectivités. Et effectivement, après plusieurs expériences de mise en œuvre de projets et programmes d'accompagnement des collectivités dans le développement de mécanismes participatifs, le CIFOEB a jugé utile de procéder ou d'aller à une nouvelle étape qui est celle d'évaluer les niveaux d'ouverture de la gouvernance locale. Donc c'est à ce titre que l'indice de transparence budgétaire de CIFOEB a été initié, dont l'objectif est d'évaluer régulièrement, mais surtout annuellement, la performance des collectivités en termes d'ouverture du processus budgétaire à la participation du public, y compris les questions de transparence. Alors globalement, on va dire qu'au-delà de cet indice, CIFOEB avait déjà mis en place des plateformes multi-acteurs au niveau des collectivités qu'on a qualifiées de comités de contrôle citoyen du budget. C'est des comités qui sont mis en place pour créer, pour donner une sorte de possibilité au dialogue communal entre différents acteurs. Et actuellement, ces comités-là sont implantés dans environ 75 communes de Burkina sur les 351 communes. On a aussi développé le concept de budget participatif et les débats d'orientation budgétaire, tout cela au niveau des collectivités territoriales, dans l'objectif de contribuer à améliorer la participation citoyenne au processus budgétaire. Donc, comme je l'ai dit, évaluer la transparence était devenu une nécessité pour nous et pour créer justement de l'émulation saine entre les collectivités. Donc, on a développé l'indice de transparence budgétaire. Cet indice de transparence budgétaire prend en compte 4 domaines
l'accessibilité aux informations budgétaires qu'on mesure par la diffusion des documents. Nous sommes coupés du Burkina Faso. C'est bon? Ça vient? Voilà les aléas de... Bonjour, bonsoir. Selon le temps d'aujourd'hui, je m'appelle Mortala Salissou. Je suis participant à la 23e conférence Alors, de l'ODP qui se c'est une tient autre présentation actuellement à venant du Malambo. Niger. Hein. Je tiens tout d'abord à mettre mon retour dans leur famille. Merci beaucoup. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de comprendre. C'est bon? C'est fini? Ok. Bon, c'est les deux qui auraient dû être en salle, mais qui n'ont pas pu, malheureusement pour des contraintes administratives. Mais déjà, on a 3 présentations en présentiel. Et bon, il y a un début de présentation pour l'expérience du CIFOEB au Burkina Faso, qui a travaillé sur un peu l'indice de transparence budgétaire et sur l'expérience du budget participatif. On va s'arrêter à ça et maintenant interagir avec la salle. S'il y a des questions pour les interventions, surtout pour ceux qui sont là, hein, puisque pour ceux qui ne sont pas là, on aura du mal à leur communiquer les informations. Est-ce qu'il y a un micro? Quelqu'un peut m'aider pour faire circuler le micro dans la salle? Can you help me, please? Oh, OK. Alors, pour le moment, attendez, je prends votre nom. Qui sont les autres intervenants? Comme ça me permet de bien gérer le temps, puisqu'on me dit qu'il faut terminer absolument à 16 heures. D'autres intervenants? Je vous affecte un numéro 2. Vous êtes 2. Numéro 2. D'autres interventions? Donc, on a numéro 1 et numéro 2, oui? Pour le moment, c'est ça? OK, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis très ravi, surtout avec Do you have the headphone? la dernière intervention de M. le maire de Bénin, qui allait être complétée par l'intervention de tout à l'heure en ligne. C'est honorable Simon Moulamba, député national de la RDC. Je disais que je suis vraiment très ravi de l'initiative du budget participatif, vraiment qui inaugure l'ère de la bonne gouvernance et de la transparence. Mais j'ai des petites inquiétudes, puisque la pratique a des faiblesses, a des points forts. J'ai cité les points forts, c'est la transparence, c'est de la bonne gouvernance. Mais l'inquiétude, c'est les faiblesses. J'ai noté que lorsque vous faites le budget participatif avec la société civile, avec toute la population, tel que vous l'avez dit, et vous vous êtes donné le délai de 6 mois pour la reddition des comptes. Et vous-même, vous avez dit que partout où vous passez, vous êtes pointé. Compte tenu des contraintes dans les procédures d'attribution de marchés publics, construction des écoles, construction de centres de santé ou de routes, vous pensez réellement que les 6 mois que vous vous accordez pour réaliser ce marché est suffisant pour vous faire évaluer? Ça, c'est la première contrainte. Deuxième contrainte, il est vrai que la population aime qu'on fasse quelque chose dans son coin, dans son village, dans sa collectivité, que l'État fasse.
Mais il y a aussi le problème de mobilisation des recettes. La population qui aime voir de bonnes routes, qui aime voir un bon centre de santé, une école. Lors de l'évaluation, est-ce que la population contribue aussi au budget qu'eux-mêmes ont voté? Puisque nous savons, moi, en tant que député national, c'est le problème que nous avons lors des redditions des comptes. Généralement, les redditions de comptes, nous les faisons des exercices passés. C'est-à-dire, le gouvernement à qui nous avons donné les moyens, la possibilité, a tout le temps d'évaluer l'exécution du budget en termes de recettes et en termes de dépenses. Il arrive que certaines dépenses qui ont été arrêtées n'ont pas pu être exécutées faute de recettes, puisque nous recevons les recettes propres et les recettes extérieures. Il arrive des fois que puisque nous n'avons pas respecté les procédures, les recettes extérieures ne suivent pas. Le Fonds monétaire ou la Banque mondiale ou tel organisme qui a promis, il n'a pas pu exécuter puisque la procédure n'a pas été respectée. C'est pourquoi nous mettons ces délais de 2 ans pour faire la reddition des comptes. Mais quand vous mettez 6 mois, d'ailleurs dans 6 mois, ne fût-ce qu'au niveau de la conception, vous risquez d'être en retard d'un projet, puisqu'il faut des études qu'il faut mener. Au niveau de la mobilisation des recettes, il faut faire le recouvrement. Au niveau de l'exécution, il faut passer le marché. Est-ce que vous pensez que vous-même, vous ne vous exposez pas devant la population? J'avais beaucoup de préoccupations, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Merci, honorable, pour ces questions qui s'adressent au maire de Boycon. J'espère que vous avez pris bonne note. Je passe la parole à 2. Jean-Michel. Merci beaucoup. Premièrement, le processus, comme le maire de Boycon a dit... Vous pouvez vous présenter. Je suis Jean-Michel Mvondo. Je suis le secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo. C'est une plateforme qui regroupe plusieurs organisations ayant en commun les programmes de participation citoyenne à la gestion de leurs entités, donc de leurs communautés. L'expérience que vous avez décrite là, nous appelons ça tribune d'expression populaire. En fait, c'est pour permettre à la population d'influencer l'action publique. Mais je pense qu'on va essayer un peu d'échanger là-dessus. Mais particulièrement, j'ai une préoccupation pour la Philippine. Notre ami des Philippines, moi, je suis intéressé par l'institutionnalisation, le processus d'institutionnalisation de la participation citoyenne. C'est très important. Parce qu'en fait, nous, en République démocratique du Congo, nous n'avons vraiment pas un cadre clairement ou une législation clairement exprimée par rapport à la participation citoyenne. Je voudrais que vous puissiez essayer un peu d'y revenir un tout petit peu pour nous parler de votre expérience. Comment est-ce que vous avez fait pour institutionnaliser cela? Et deuxièmement, est-ce que vous pouvez me dire les rôles des conseillers municipaux chez vous? Chez nous, nous les appelons les conseillers communaux. Nous sommes dans une jeune expérience, on est en train d'expérimenter, mais ces conseillers communaux sont maltraités, ils sont mis en marge et on ne leur donne pas le pouvoir. Ils sont toujours à couteau tiré avec le bourgmestre, donc le maire. Ils vivent comme chien et chat, donc ils vivent dans une relation de choc. Par rapport à votre expérience aux Philippines, est-ce que vous pouvez nous dire les rôles que peuvent jouer les élus locaux? Parce que chez nous, ils ont été votés au suffrage universel direct. Voilà. Merci. Merci pour ces deux. Pour ces deux-là. Je pense qu'on m'a signalé qu'il y avait un troisième. Non? Non? Ok, très bien. On prend 5 premiers et ensuite on donne la parole aux panélistes. Et on It's in English. It's a bit of a follow-up on the question
Don't worry, you can. A follow-up of Yeah. the question of the previous one directed at Mr. from the Philippines. Thanks for your presentations. You talked about part of the institutionalization was a... Can you introduce yourself, please? I'm so sorry. I'm Jens Kimmel from the Netherlands. I'm with the Council Democracy Project. Happy to tell you more about that. But so the legal ordinance that you mentioned, what does this do? Does this mean there's some type of legal obligation on the part of the local government to include people in policy making? Like, is the legal obligation? That's the first question. The second is, you also talked about, there was a sentence in your slide saying that your city, Omok City, is doing some type of direct involvement of the CSOs in decision making. I think that was mentioned. I was wondering what you mean by that. Like, how does that work in practice? How are they directly involved in the decision making of Omok City Council? Thank you. Thank you very much. Nolito, it is for you. Okay. Moi, c'est grâce à aussi. Je représente les CDGEL, qui est le Centre d'études sur la décentralisation et la gouvernance locale. Je suis de la République démocratique du Congo. J'aimerais savoir, en termes de partage d'expérience, les mécanismes qui peuvent être mis en place pour garantir que les communautés les plus vulnérables, ceux qui sont dans les zones pratiquement inaccessibles, puissent bénéficier pleinement du processus de budget participatif. Merci. Merci. Le mécanisme pour garantir la participation des communautés vulnérables est souvent marginalisé. Merci. Je vais me retourner vers les panels maintenant, à chacun, pour intervenir sur les questions qui ont été posées. Michel Maire. Oui, merci. Merci beaucoup. La question posée par l'honorable député de la RDC, j'entends répondre simplement en disant que ne sont pas tenus d'exécuter le budget participatif en 6 mois. Non. Nous sommes juste tenus de faire des redditions de comptes thématiques globalement tous les 6 mois. Globalement tous les 6 mois. Ne corrélez pas forcément mes deux propos. Cependant, moi, j'ai de mon propre chef décidé que les redditions de comptes ou les tribunes, comme vous dites, les tribunes populaires, seraient tournantes ou seraient tournants. On va d'arrondissement en arrondissement. On ne peut pas exclure que si je vais dans un arrondissement où je n'ai pas réalisé la route, que je sois apostrophé, ce qui est normal. Mais il me revient simplement de dire, depuis que vous avez porté votre choix sur la construction de cette route, il y a eu plusieurs démarches de fait. Nous avons été un collectif budgétaire, nous l'avons intégré au budget. Le préfet a fait l'approbation. Actuellement, nous sommes en train de passer les marchés, où nous avons déjà passé les marchés, où les études sont en cours. Les populations ne sont pas connes. Je pense qu'elles savent que l'argent public, on ne le sort pas comme on peut sortir notre argent. Et il suffit simplement, si d'aventure, je venais à être interpellé sur un projet qui n'a pas encore vu le jour, de leur expliquer pourquoi je n'ai pas pu le faire, ou que le temps entre le choix de ce projet et sa réalisation, ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer, et dans quel horizon est-ce que ce projet pourrait être réalisé. Et puis je suis quitte. Voilà, je pense que c'est la seule question qui me revient, sauf erreur de ma part. Oui, je pense qu'il y a une question sous-jacente à ce qu'il pose. C'est un peu la dimension de la citoyenneté fiscale. Oui, oui, c'est vrai, effectivement, pour la contribution. Mais vous savez, c'est une très bonne question. Ma toute dernière édition de compte, j'étais parti dans un arrondissement où quelqu'un, un politicien d'un camp opposé, pensait m'assommer. Alors, en prenant la parole, il a dit, mais vous savez, notre arrondissement est le plus gros contribuable de la commune. Mais voilà, on n'a pas cela. Mais il m'a offert la tribune pour se marcher comme je le voulais. D'abord, je lui ai expliqué que c'est faux, que c'est quasiment le dernier arrondissement à contribuer sur les 10, à contribuer au budget. Mais j'ai commencé par citer
les écoles qu'on a eu à construire là, au point que les populations disent, monsieur le maire, taisez-vous, 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 taisez-vous. Parce qu'eux-mêmes voient qu'il y a un décalage entre leurs contributions et les réalisations de la commune. Tout à fait. Merci. Et nous en profitons également pour dire aux populations, nous ne pouvons pas vous faire ce que vous voulez parce qu'on n'a pas assez de ressources. Tout à fait. Est-ce que vous voulez qu'on augmente les taxes sur votre marché? Ben, si elles disent oui, ben on va augmenter. Si elles disent non, elles ont renoncé implicitement à ce projet. Voilà. Merci, merci Michel le maire. Je pense que cette question, ça apparaît dans plusieurs pays. On le voit effectivement où cette dimension de comment est-ce qu'on peut améliorer la mobilisation des ressources pour financer le développement local à partir des ressources, puisqu'on sait que les États ne transfèrent pas de ressources. Elles sont extrêmement faibles. S'il n'y a pas de ressources de transfert et que malheureusement il n'y a pas de ressources qui mobilisées sur le territoire, malheureusement les réalisations qui sont attendues des citoyens ne peuvent pas se faire. Donc toute la question de l'éducation à la citoyenneté, pour que les citoyens se rendent compte qu'il y a une partie des droits qu'ils peuvent réclamer, mais il faut qu'ils se rendent compte qu'aussi ils ont des devoirs qu'ils doivent assumer, et parmi ces devoirs, un peu la citoyenneté. Vous permettez juste de préciser qu'à Boycon, nous avons des journées consacrées au civisme fiscal. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est les et c'est radiodiffusé. Et là encore, c'est la cellule de participation citoyenne qui encadre un peu tout cela. Nous, c'est nous qui exposons, mais tel que vous êtes en train de modérer, c'est la société civile qui modère. Tout à fait. Voilà. Merci. Merci. Maintenant, la parole à Nolito. Nolito for yes. answers. Yeah. Thank you for raising difficult questions, and I will try to provide my answers. The first one is on what we did to institutionalize. I am not sure if you have the same experience, but in our case, when we institutionalize, the main activity is really to come up with a legislation, because it is the legislation that will really make initiatives permanent sort of or stable. It's not easy to change legislation. So it started with the committee in the city council, because the committee on people's participation and accreditation of civil society groups interacted several times, or most of the time, with a lot of organizations who would desire to be recognized and accredited by the city government. And from this interaction, the 5 members of the city council were sort of sensitized on the need to expand the role of the CSOs, the civil society groups, from that of mere registration and accreditation to really go into partnering with the city government. In fact, they have been partnering already in several activities of the city hall, of the city government. The civil society groups are there, but in the legal framework, in the law of the local government, it's really just about accreditation. So that's why the committee thought that it's high time for the city council to enact a law that will really mandate the city government to work with the civil society and go beyond mere accreditation. So in our case, I agree that the power is centralized in the mayor. However, there is also some leeway and discretion on the part of the city council to initiate and submit to the mayor legislative acts for approval. But this is one twist in our case, because the mayor and the city council belong to the same political party. So the support is there. The mayor, we never experienced any of our acts denied by the mayor or invalidated. Since we belong to the same party, all our proposals were approved by the mayor, and this is one of the proposals that she approved. Yes, the ordinance, the local ordinance, imposed an obligation to the local government to include civil society organizations in various processes. May it be planning, policy development, project implementation. As of now, it's not that complete or full. We are still in the process, and the process is quite slow. I said in the challenges that
many departments and offices are still from the traditional viewpoint that the participation of civil society is only a delay in project implementation. So that is what we are trying to work on. But they are aware that they have the obligation under the law to involve the civil society groups in their activities. Direct involvement of CSOs in decision-making in the council, in the city council, this is still a challenge. The law mandates that the civil society organizations will have to form part in the committee works of the city council, not in the plenary, because that is still very difficult to break. Part of the tradition is really the plenary session is really just for members of the council. But we are trying to elevate and level up so that participation can be realized at the committee level. The law says that all committee works of the city council must involve the civil society groups. For now, some committees are doing it, but others are not yet. So that's part of our challenge. However, in our city, the process is that since all civil society groups are distributed in more than 60 boards and councils, they are present in all deliberations and decisions of that boards or policy councils. And these policy councils would endorse to the city council policy proposals and even to the mayor. And so the influencing of the decision-making by the civil society is also in the boards and in the councils. And once resolutions of that councils will go to the city council, it gains a heavy weight for the city council to act on it, because the policy bodies are integral in the decision-making of the city government. So in a way, while they are not really integral part of the city council works, but their influence is already great in terms of the policies and the councils endorsing matters to the city council for actions. I hope that somehow answers the questions. Thank you. Merci. Thank you very much, Nolito, for the answers. Alain, des commentaires? C'est bon? Alors, s'il y a un deuxième tour de questions, alors je vais affecter des numéros, je reviendrai après. Donc, vous avez d'autres intervenants? Les interventions... Can I comment on the last question of the lady? He was asking about the most vulnerable. Yes, you can, of course. There is a question on how the most vulnerable benefit from the participatory process. I think this is a very good question, because at the end of the day, government should have an eye on the most vulnerable. In our case, 80% of our civil society organizations are people's organizations. They come from villages and communities. They are organizations of vulnerable people, the indigents. And so when these organizations are given the opportunity to sit in the policy bodies, in a way they bring with them the issues and concerns of the most vulnerable. So this is one area where a new mindset in our case, because before, as I contained in my presentation, there were only around 10 NGOs sitting in the Development Council. But now, we already have 129. And can you imagine, 80% of that are community associations and people's organizations. These are organizations of the most vulnerable sectors. We help them organize themselves. We started capacitating them, even if it's difficult, so that in a way they can also start bringing the concerns of the communities and the villages to the policy bodies. So I hope somehow this gives answer to your question. Thank you. Merci. Alors, Alain, je reviendrai vers toi. Je prends des questions, mais la question de Grace sur les mécanismes pour garantir la participation, je pense que vous aurez quelque chose à dire là-dessus. Je reviens vers toi, tu ne vas pas échapper. Alors, 1, second, 2. Ok. Olá, boa tarde. Eu sou Domingos, sou técnico de orçamentos participativos e venho da Junta de Freguesia de Massamá e Montabrão, Concelho de Sintra, Distrito de Lisboa.
uma intervenção aqui ao presidente que vem de Benin. Achei bastante interessante a estratégia de 6 em 6 meses. Can you introduce yourself, please? Como? Vous parlez Your name? en français? En français, oui, votre nom? Domingos da Veiga. Domingos da Veiga. Domingo, tout à fait. Merci. Então, dizia eu, sou técnico de processos participativos de uma junta de freguesia, Massamé Montabrão, do Conselho de Sintra, Lisboa, e a minha intervenção é dirigida ao presidente que vem de Benin. Achei bastante interessante a estratégia de 6 em 6 meses se colocar à disposição da sua população para avaliar as suas promessas. Perguntas. Essas assembleias são muito participadas? Há muita gente a intervir? E se sim, como é que as pessoas participam? Enquanto cidadãos simples ou em grupos organizados? E a sua oposição, ela é bastante pertinente nessas assembleias? É bastante chata, digamos assim? Merci, Domingo. Deux, c'était qui? Deux, voilà. My question is for Alain from Madagascar. I wondered, I wanted to make sure I understood numbers correctly. Can you introduce yourself, please? Oh, I'm Joe Matthews. I'm a journalist, publisher of Democracy Local, planetary publication. I'm based in Los Angeles. Democracy Local is based in Germany. My question was about some of the numbers. First, I want to understand, was it 235 municipalities, or it might have been with the translation, or 935? But also, I was interested, since you have so many municipalities doing this, the extent that your timing was short of 10 minutes, when you compare the kinds of economic development plans they're creating, how the participation works, when you compare the municipalities, are there any lessons you draw from why some municipalities might be, are they getting better outcomes from decentralization and participation than others? Are there things you can draw from the comparison? I was curious. Troisième. Vous savez, comme les élections, il n'y a pas de troisième tour. Les élections, c'est toujours 2 tours. Premier tour et ensuite, quand il y a ballottage, on va au 2e tour. Il n'y a pas de 3e tour. Donc, ceux qui veulent prendre la parole, c'est maintenant. Non, Soudan? Non? OK, vous avez la parole, monsieur le maire. Merci beaucoup. Les redditions de comptes, c'est vrai que nous sommes tenus d'inviter certains groupes de personnes, les syndicats, les conseils de quartier, les structures décentralisées de l'État dans la ville, la police, les inspecteurs de l'enseignement primaire, la société civile, les femmes des marchés, les acteurs des gares, etc., etc. Mais la participation à ce forum reste ouverte à tous les citoyens de la ville. Tous les citoyens, c'est simple, même ceux qui sont invités, s'ils viennent en retard et qu'un non-invité vient prendre leur place. Et la parole n'est pas distribuée par le maire, la parole est distribuée par la société civile, par la cellule de participation citoyenne, qui fait non seulement la modération, mais la distribution de parole. Vous voyez, tout est fait pour que les politiciens n'influencent pas la réunion. Et l'expression est libre. Nous recueillons, du moins la cellule de participation citoyenne recueille les observations par WhatsApp, recueille les observations pour ceux qui appellent en direct des radios, ou tous les moyens de communication. Je vous ai dit, la parole n'est pas censurée. Si la parole est censurée, ça n'a même plus de sens. La parole, elle est libre. Et puis, lorsqu'un maire a le sentiment qu'il a bien travaillé, il ne peut être que joyeux. Parce qu'il a les moyens nécessaires pour faire son petit one-man show. Vous voyez? Et quand bien même il aurait raté 1 ou 2 choses, ce n'est pas grave. Ce qu'il a eu à faire déjà, les honneurs, il suffit simplement qu'il promet que la prochaine fois, il aurait progressé sur les autres champs. Et je pense que la population comprend cela.
Voilà. Vous permettez juste que je rajoute que, je crois que c'est Grâce, hein, je crois, s'agissant des personnes les plus vulnérables, mais c'est plutôt elles qui influencent le plus le budget participatif. Vous voyez, lorsqu'on fait les grands rassemblements forains comme cela, les interros ne viennent pas. C'est souvent les femmes du marché, ceux qui sont à côté qui viennent et qui influencent. Donc, c'est les couches vulnérables plutôt qui viennent. Et vous ne verrez jamais d'agrégés venir à ces grandes réunions foraines. Donc, véritablement, le budget participatif, le choix des projets qui est issu de discussions sur la place publique, ça profite là plus aux couches défavorisées qu'aux couches aisées, puisqu'elles sont les plus représentées, les plus nombreuses. Donc forcément, leur voix, en ce moment-là, est prépondérante. Je vous remercie. Merci pour ce point sur comment garantir un peu la participation. Alain? Merci pour la question. En 2021, Madagascar a une nouvelle politique de la décentralisation et de sortir une lettre de la politique de la décentralisation émergente et puis le plan national de la décentralisation émergente. Le ministère en charge de la décentralisation qui chapeautait la région et les communes, il y a des pactes de développement local. Le pacte de développement local, c'est en premièrement l'analyse de l'indice de gouvernance locale, l'analyse des communes dans les outils indices de gouvernance locale, et après l'analyse, on va des résultats sur l'analyse sur tout ce qui est anormal dans les communes, et après il y a des plans de redressement. Et après l'élaboration de plans de redressement et aussi appuyer les collectivités dans la mise en place de la structure locale de concertation. Et après l'appui à la mise en place de la structure locale de concertation, appuyer les communes dans l'élaboration de plans locaux de développement. Et après l'élaboration de plans de développement local, appuyer les communes dans la développement économique local. Et en ce moment-là, 235 communes, il y a des plans de développement local et après une année ou 2 années, tout ce qui est les communes de Madagascar font des plans. Ok, merci. Je pense que c'est une expérience assez intéressante à Madagascar, surtout qu'au début, ils ont pu articuler les approches de développement, de participation et de développement économique par rapport aux redevances minières, puisque les expériences étaient parties aussi dans les zones minières. Il y avait 9 communes où il y avait de l'extraction minière, et ces communes reversaient des redevances, et ces redevances permettaient d'articuler une approche de participation avec l'identification des besoins. Et ce qui est intéressant, puisque j'ai supervisé un peu ce processus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu, par rapport à ce qu'on peut appeler les services basiques, c'est l'éducation, c'est la santé, etc., qui ont pu être résolus au bout des 2-3 premières années, ils ont pu glisser un peu sur maintenant les aspects économiques. Puisque les approches de budget, parce que c'est aussi ça, au début, c'est les besoins immédiats, mais dans la durée, on se rend compte que ces besoins glissent vers les questions d'emploi, les questions d'insertion socio-économique, etc., etc. Je me souviens même, il y a une des expériences qui avait été primée en 2012 au cours du sommet Africité, où on a vu la femme qui était maire là-bas a pu articuler une bonne approche qui a permis de mettre en place un système de transport pour désenclaver, faire l'insertion socio-économique avec des financements accordés aux femmes, accordés aux jeunes, pour qu'ils puissent se prendre en charge. Et pour compléter ce qui a été présenté par le maire, notamment toute la taille des assemblées, c'est vrai que c'est des processus qui se mettent en place. On en a vu dans plusieurs pays. Bon, je pense qu'au Bénin, ils ont développé une bonne approche, mais en Côte, il est où? Jean-Michel l'a dit tantôt, ils ont des tribunes d'expression populaire au Congo. Je ne sais pas s'il y a des Ivoiriens ici. Ils ont ce qu'ils appellent aussi les audits sociaux,
où le maire se met aussi à rendre compte. Au Sénégal, ils ont les approches, les espaces de dialogue et d'interpellation citoyenne, où le maire présente son bilan et le soumet à la critique de la société civile, et le soumet aussi à la critique des citoyens qui sont là, et qui peuvent écouter et qui peuvent poser des questions sur qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, ce qui a été fait, comment ça a été fait, et ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait. Et je pense que c'est important puisque c'est en ce moment-là qu'on parvient à rapprocher les citoyens de leur institution, puisqu'aujourd'hui c'est le plus grand défi qu'on a. Comment les citoyens peuvent se sentir dans les institutions, et tant que ce dialogue-là ne s'installe pas, tout ce qu'on est en train de dire sur le thème populisme, etc., ne peut pas être résorbé. Et c'est en cela que les approches de participation sont de puissants leviers qui permettent de résorber ce gap-là en termes de populisme, en termes de mauvaise information qui est donnée ou qui est véhiculée. Et malheureusement, c'est aussi cela. Dans plusieurs pays, tant que la bonne information n'est pas donnée, toujours il y a une mauvaise information qui est véhiculée, et cette mauvaise information ne sert jamais au maire. Donc c'est important d'aller vers ces espaces-là qui permettent de rendre compte, qui permettent de créer le lien social et qui permettent aussi de discuter, de dialoguer avec les citoyens. Je pense qu'on est au terme de notre session, sauf s'il y a d'autres interventions. Alors, on est vendredi aujourd'hui. Exceptionnellement, les vendredis, je suis gentil. Oui, en principe, on doit terminer dans une vingtaine de minutes. S'il y a les dernières questions, on les prend. S'il n'y a pas les dernières questions, on va faire une photo de famille avec les panélistes et une photo de groupe avec tout le monde, avec votre accord. Dernière question, dernières interventions. La fatigue commence à se faire sentir. Je vous remercie. Panélistes, on se met là pour faire la photo. Qui va faire la photo? Vous? Bon, très bien. Comme c'est vous. Pas de photo. Je vous invite à la photo. Comment on veut dire en portugais là? Voilà. Venez pour la photo de famille, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Okay.